ça c'est une pomme golden. La pomme AOP du Limousin, pour qu'elle soit AOP, il faut qu'elle soit 2 fois plus grosse. Pour avoir une pomme qui soit conforme au cahier des charges, en fait, eh bien, il n'y a pas le choix. Il faut traiter. Ces 2 familles pionnières, en fait, trustent encore le milieu de la pomme 50 ans après l'implantation des premiers pommiers, quoi. La réalité, c'est que lui, il nous dit, moi la golden, j'en fais pas. C'est pas une variété intéressante en agriculture biologique. Puisque Facto est un média d'intérêt général, on s'intéresse à tous les thèmes qui sont d'intérêt général. Et donc l'agriculture, les conditions de travail, la santé publique, les discriminations, ça fait partie des sujets qu'on a envie de traiter. Bonjour et bienvenue dans cette interview sur le média On est là. Bonjour. Aujourd'hui, donc, nous recevons 2 journalistes qui ont créé le média Facto. Alors Jérôme Davoine et Nicolas Lavallée. Avant de rentrer dans vos productions journalistiques, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc moi je suis Nicolas Lavallée, je suis donc journaliste, j'ai beaucoup travaillé dans la presse quotidienne régionale, notamment à l'Écho, et où j'ai commencé au Populaire il y a longtemps. Pour ensuite faire un détour par la presse institutionnelle. J'étais rédacteur en chef de la Lettre du Limousin, le journal de la région Limousin. Voilà, aujourd'hui on a créé Facto, qui est donc un média indépendant, et avec Jérôme, avec lequel on était collègues. Oui, on a été collègues ensemble. Moi, j'ai fait des études à la base de marketing, qui m'a donné envie d'expérimenter le côté communication. Et dans la communication, je me suis orienté vers le journalisme, la presse écrite. Donc j'ai fait un premier stage au Populaire, le premier contrat au Populaire. Et pareil, j'ai travaillé à l'Écho, l'Écho de la Haute-Vienne pendant une 20aine d'années, disons. Vous avez finalement donc été bien impliqué dans ce que vous appelez, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale. Du coup, il y a eu une étape il y a eu un moment où ça a été la fin de cette implication avec la fermeture de l'Écho. Oui, alors pour mon cas, moi j'y suis resté jusqu'à la fin. Nicolas était déjà parti quelques années auparavant. Moi je suis allé jusqu'au bout, quoi. Je fais partie de ceux qui ont éteint la lumière à l'Écho. L'intérêt c'était qu'on avait tous les deux une expérience dans les médias, et quand on s'est retrouvés, on s'est dit... il y a des médias d'investigation, des médias indépendants qui existent, y compris au plan régional, sauf qu'ici, il n'y en a pas, quoi. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir sur cette idée ? On a commencé à réfléchir à la création de Facto il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. C'était fin septembre 2024, précisément. Et en fait, on s'est retrouvés à 4, 2 rédacteurs, journalistes, une photographe et une personne qui vient pas du tout du milieu du journalisme, qui était qui est issue du milieu associatif. On a porté ce projet un peu dans l'ombre, un peu de façon ingrate pendant presque 6 mois, 9 mois. Et puis on a fini par accoucher d'un modèle au terme de discussions avec différents médias en France. On pense notamment à Disclose, à Splend, à Mediapart, à Reporter, à La Déferlante, des modèles qui sont les uns et les autres complètement différents les uns des autres, mais nous on avait besoin de se confronter aux différents modèles économiques qui existaient en France notamment, pour pouvoir arriver à déterminer lequel on choisirait. Est-ce que vous pouvez nous présenter Facto plus ou moins succinctement, hein ? Facto, le sous-titre, c'est média d'enquête indépendant en Limousin, du Limousin en Limousin, puisqu'on ne se cantonne pas uniquement aux frontières administratives de l'ancienne région Limousin, mais on est basé, concrètement, nous on est basé à Limoges, autour de Limoges. Voilà, donc média d'enquête indépendant et sur un territoire géographique donné. L'indépendance, ça veut dire pour nous qu'on n'a pas de publicité, on refuse les subventions locales, et aussi d'être financé par des entreprises, tout ça pour arriver
à assurer notre indépendance éditoriale. On comprend bien que si on est financé, si on est tenu financièrement par des subventions des collectivités territoriales, par exemple, on va avoir du mal à s'intéresser à mener des enquêtes sur les collectivités territoriales en question. Donc c'est aussi un modèle qui nous tenait à cœur. Pour nous, l'indépendance des médias, c'est ça. C'est-à-dire arriver à se financer, à assurer un financement par les lectrices et les lecteurs au travers du don. Et c'est le modèle qu'on a choisi avec Facto, en laissant le libre accès au contenu, à nos enquêtes. Comment vous sentez que votre travail est réceptionné ? Pour l'instant, on a des bons retours sur les articles qu'on peut publier. On aimerait en avoir davantage, mais pour l'instant, les retours qu'on a sont positifs. Puisque Facto est un média d'intérêt général, on s'intéresse à tous les thèmes qui sont d'intérêt général. Et donc l'agriculture, les conditions de travail, la santé publique, les discriminations, ça fait partie des sujets qu'on a envie de traiter. On attend aussi, ce que je disais aussi tout à l'heure, que des gens aussi nous alertent sur des sujets dont ils auraient connaissance et qui mériteraient un traitement journalistique et une enquête de notre part. Et pour ça, effectivement, nous, on a besoin de temps. On a besoin d'argent, c'est aussi pour ça qu'on lance une campagne de financement participatif. Donc elle est lancée depuis à peu près un mois aujourd'hui, elle s'étirera jusqu'à la fin du mois de décembre. Et voilà, on est à peu près à un peu plus du tiers de la somme dont on a besoin, 16 000 €. Aujourd'hui, on est à 6 300, quelque chose comme ça. Donc on invite tout un chacun, même à donner, même à des petits dons. Il n'y a pas de petits dons, en fait. Tout est important pour que nous, on puisse continuer à travailler. C'est déductible des impôts, effectivement, à hauteur de 66%. Voilà. Oui, parce que tout ce travail, effectivement, il a un coût. Alors pour nous, c'est un investissement à la fois financier et personnel. C'est forcément très énergivore. Après, personne ne nous a forcé à le faire. Et puis, voilà, quand on veut faire de l'investigation, même si nous, on est un média très neuf et qu'on n'a pas eu ce genre de problème, on se doute bien, justement, après avoir échangé avec d'autres médias, qu'on peut avoir aussi des soucis quand on s'attaque à des institutions, des pouvoirs économiques ou politiques importants. On sait bien que des fois on peut avoir une réponse devant le tribunal. C'est aussi pour ça que nous, on ne délivre que des informations factuelles et voilà, ou par recoupement de témoignages. Nous, la déontologie, on répond à la charte de Munich des journalistes. C'est très cadré. On s'inscrit dans la loi de 1881 sur la presse, qui offre des droits et aussi des devoirs aux journalistes. On s'inscrit dans ce cadre. Voilà, on essaye de faire notre métier le mieux possible. Après, on n'est jamais à l'abri de tentatives d'intimidation ou de procès bâillons, comme c'est le cas pour certains de nos confrères. Donc, en allant sur le site de Facto, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de Facto ? Oui, c'est tout simplement, il faut taper facto-media.fr. Voilà, comme ça se prononce, et vous irez sur notre site. Vous regardez bien que le sous-titre, c'est justement « Médias d'enquête indépendants en Limousin ». Et donc sur ce site, on trouvera déjà 6 enquêtes, enfin 6 articles assez conséquents. Il y a déjà un dossier sur la pomme du Limousin, la fameuse pomme du Limousin. Donc cette enquête est en 4 volets. Vous pouvez un peu nous présenter ce travail ? Alors, en fait, on est parti de l'idée, on voulait trouver vraiment un sujet local où, en fait, qui nous questionnait. Et la pomme AOP du Limousin, puisqu'on parle ça, c'est une pomme golden. La pomme AOP du Limousin, pour qu'elle soit AOP, il faut qu'elle soit 2 fois plus grosse, qu'elle a un calibre
conséquent, aucun défaut visible à l'œil nu, et on s'est dit, mais en fait, comment c'est possible? On avait aussi été sensibilisés par les pommeraies avec des arbres parfaitement alignés qu'on trouve dans la région de Saint-Thirier, dans le nord de la Dordogne et dans l'ouest de la Corrèze, pour résumer. Et on s'est dit, tiens, mais comment c'est possible d'obtenir un tel fruit par des méthodes qui soient autrement que conventionnelles. Donc on a enquêté là-dessus. Il y avait déjà des travaux qui avaient été faits avant, notamment sur les pesticides. Il y avait une association de riverains qui s'était mobilisée, je dirais, ouais, même un peu plus tôt, quoi, au début des années 2010, quoi. Alors ça avait fait vraiment le buzz dans l'année 2015, puisqu'il y avait eu un reportage sur Envoyé spécial. Mais ça avait abouti sur quelque chose, cette mobilisation de prime abord. Oui, concrètement, enfin la mobilisation des riverains, en plus ils n'étaient pas, j'allais dire, obtus, ils voulaient discuter avec les agriculteurs, et même au bout d'un moment, ils ont réussi à se parler avec les agriculteurs. Il y avait eu des avancées qui avaient été faites à ce moment-là, en termes de... Alors, réduction des moyens. Oui, sur les moyens, notamment ce genre de choses. sur l'épandage aérien, tout à fait, qui avait été interdit, et également sur la protection des riverains, la mise en place d'une appli qui permettait de savoir quand est-ce que les traitements étaient faits, pour dire aux riverains, attention, ça va être à ce moment-là, c'est peut-être pas le moment de se promener à côté de telle parcelle quand on fait ça. Donc il y avait eu de véritables avancées, et un peu plus tard, quand l'association de riverains a été mise en sommeil, on a constaté, si ce n'est un retour en arrière, en tout cas une nouvelle charte. Il y avait une charte qui était très progressiste, qui avait établi, et à la suite de ça, donc la mise en sommeil de cette association, il y a une nouvelle charte qui est arrivée, et qui, pour le coup, était beaucoup plus pro-agriculture industrielle, pour résumer, et où notamment la personne qui l'a porté au niveau d'une chambre d'agriculture s'était dit non, mais l'application là qui est utilisée, ça on n'en a plus besoin, ça nous prend trop de temps, nous on sait faire, on n'a pas besoin de travailler en lien avec les riverains ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est aussi ce qui a guidé notre enquête, regarder un petit peu ce qui était produit, et notamment on a pu révéler comment le syndicat de l'AOP, en fait, dans ses préconisations, dans l'aide qu'il apporte aux cultivateurs, en fait, listait tous les produits pesticides qui étaient alors rigoureusement autorisés, qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, qui ne sont pas interdits aujourd'hui, mais quand même qui, pour les professionnels de santé, peuvent poser problème. Oui, sur lesquels le principe de précaution devrait prévaloir. Voilà. Effectivement. Dedans, il y a une donnée qui, moi, j'ai trouvé très pertinente de l'avoir écrite, 14 600. 14 600, c'est donc le nombre d'usages de pesticides qui a été fait en moins d'un an. Alors, ouais, c'est plus de 14 600 traitements. C'est pas 14 600 produits pesticides, c'est traitements, ce qui peut... c'est la totalité des traitements appliqués. C'est pas que des pesticides, il y a aussi des produits qui sont appliqués qui ne sont pas pesticides. Donc c'est au minimum 14 600, mais le chiffre d'utilisation non déclaré, est-ce que c'est une donnée qui pourrait être impactante? Enfin, est-ce que vous supposez, au vu de vos recherches, qu'il y a un usage conséquent hors du cadre nous, en fait, on se base sur c'est compliqué de supposer des choses. Comment dire? On se base sur les faits quand on écrit des articles. Donc on peut supposer que tous les traitements ne soient pas déclarés. Pour autant, c'est difficile de les quantifier. Et ça, par définition, on n'a aucun moyen de les quantifier. Mais pour autant,
professionnels de la pomiculture et les agriculteurs en général, en fait, ont obligation normalement de déclarer les épandages qu'ils effectuent. Oui, totalement. Il y a un registre qui est exprès, qui est prévu pour ça. Mais on n'a pas eu accès à ces registres. Le chiffre que vous avez donné, c'est vraiment les déclarations en fait sur l'appli dont on parlait et dont certains professionnels de l'agriculture disent non, moi, ça va, ça c'est pas obligatoire, on peut s'en émanciper, voire ça ne sert à rien. Donc ça c'est juste un élément. Et comme le disait Nicolas, attention, là-dedans il n'y a pas que des pesticides, il y a aussi des traitements qui par exemple sont utilisés comme le cuivre ou ça me revient pas, le kaolin, qui sont utilisés dans l'agriculture biologique. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a de... C'est pour ça, quand on dit à un moment, le chiffre, il était sur voilà, les pommes que vous mangez, elles ont subi 35 traitements avant d'arriver sur votre table. En réalité, on ne sait pas ce que c'est que ces traitements. Et nous, sur le nombre, quand on regarde par rapport au nombre de producteurs en AOP, sur la zone AOP et le nombre de traitements qui ont été déclarés, c'est bien supérieur à 35 en réalité. 91. Voilà. Donc, mais en fait, il faudrait aller plus loin pour savoir effectivement ce qu'on trouve réellement dans une pomme. Et encore une fois, outre l'aspect consommation qui, sur le long terme, mérite qu'on s'interroge dessus. L'inquiétude, elle vient notamment pour les cultivateurs, c'est-à-dire les agriculteurs qui ont recours à ces produits pesticides, ou leurs ouvriers agricoles, ou les personnes qui travaillent sur les parcelles d'une manière saisonnière. Les premières personnes impactées sont elles, avec les riverains. Et aussi l'environnement, puisque le deuxième volet dont vous parliez tout à l'heure, en fait, de notre enquête, concerne donc les conséquences sur la santé humaine, et aussi sur l'environnement, et notamment sur... parce que on peut... En fait, tout se retrouve toujours dans l'eau, de surface, notamment. Et voilà, ça, c'est des données qui ont été compliquées à obtenir. Voilà, on a travaillé avec... beaucoup de tableaux Excel et beaucoup de tableurs en tout cas, parce qu'on n'utilise pas Excel, mais beaucoup de tableurs qui permettent de trier les données, tout ça. Ça fait aussi partie de notre travail. Ça nous a pris beaucoup de temps, ça, de passer au crible les différents produits, de voir comment ils étaient classés, cancérigènes, mutagènes, protoxiques, tout ça, ou pas du tout, ou perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'on les retrouvait ici ou là dans l'eau ? Enfin voilà, trouver les données, les traiter et leur donner un sens. En fait, ça nous a pris du temps, mais c'est notre travail. Oui, parce qu'encore une fois, nous, on veut donner des faits, quoi. Si on ne sait pas, on va pas partir sur une supposition ou un avis, parce que concrètement, vous posez la question à un habitant du Limousin sur la pomme golden, il va naturellement vous sortir peut-être un chapelet d'idées reçues, quoi, en bien ou en mal d'ailleurs, quoi. Nous, on essaye de se baser sur des faits, étudier les documents. Donc oui, effectivement, ça prend du temps et ça a un coût, ne serait-ce qu'en termes de temps passé sur ce genre d'enquête, quoi. Alors là, pour le coup, c'est un sujet agricole. Si je devais faire une métaphore, quand on plante une graine, elle ne germe pas tout de suite. Puis des fois, quand on a une information, quand on est confronté à une masse d'informations, nous aussi, intellectuellement, on est obligé de laisser un petit peu retomber les choses pour que ça se décante et qu'on trouve, nous aussi, les bons angles d'attaque pour un papier, quoi. Abordons maintenant le volet 3, justement, et les idées que, par exemple, moi, habitant du Limousin, je pourrais avoir sur la pomme du Limousin, la pomme de Saint-Thierry, ces grands champs. Moi, je connais particulièrement Saint-Thierry parce que quand j'étais enfant, on passait beaucoup de temps là-bas et c'est vrai que ces marées de filets sont assez impressionnantes à voir. Du coup, la Golden AOP pomme du Limousin, est-ce que vous pouvez un peu tirer ça au clair ? C'est quoi l'AOP ? Est-ce que ça concerne que la Golden ? Oui, l'AOP, en fait, c'est une zone de production sur 101 communes en Limousin et dans le nord de la Dordogne, donc en Creuse, en Corrèze, en Haute-Vienne
et dans le nord de la Dordogne. Donc c'est uniquement la Golden, c'est la seule AOP pour une pomme en France. Et qui correspond donc à un cahier des charges très précis qui est établi par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Voilà, donc nous on se l'est procuré. Si vous voulez des informations précises sur ce cahier des charges, il est accessible soit en ligne, soit je crois sur le site de Facto dans la boîte noire qu'on met en fin d'article. Voilà, après sur la troisième partie de l'enquête, elle est plutôt consacrée au montage financier des familles pionnières de l'implantation de la Golden en Limousin. On s'est rendu compte qu'on avait franchi un cap en termes de structure d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des entreprises individuelles, des EARL, des GAEC, ce genre de choses, des groupements donc avec les GAEC. Mais on est plutôt sur des sociétés, voire des sociétés civiles avec des montages parfois un peu complexes dans lesquels on retrouve comme actionnaires des personnages importants et liés à l'agro-industrie. Je pense à l'ancien directeur d'Andros par exemple. Voilà, donc c'est un petit microcosme en fait qu'on retrouve en permanence notamment dans la coopérative Perlim Mélim, pardon. Ces deux familles pionnières en fait trustent encore le milieu de la pomme 50 ans, même plus après l'implantation des premiers pommiers. Quoi. Quand on regarde l'histoire, en fait, c'est parti de vraiment. Alors, pourquoi la Golden ? La question se pose encore, parce que c'est pas une variété qui est particulièrement adaptée à notre climat, à notre région. Par rapport à notre climat un peu humide, elle est particulièrement fragile, ce qu'on appelle la tavelure, qui est un champignon qui vient abîmer les arbres, le fruit, et donc elle demande l'utilisation de produits phytosanitaires qui permettent de se prémunir de cette maladie. Ce qu'il faut voir aussi, il y a un autre aspect, effectivement, c'est parti à l'origine dans le nord de la Dordogne avec une grande plantation, c'était au début des années 60, la plantation a fait une centaine d'hectares, ce qui allait pour notre région sur un verger de 100 hectares, je ne pense pas que ça existait avant, et 100 hectares uniquement consacrés à la pomme. À une variété. Une variété de pommes, encore moins. L'AOP Golden du Limousin, qui n'était pas AOP, a essaimé plus largement dans tout le bassin dont parlait Nicolas, avec beaucoup de petits producteurs qui sont entrés dans ce système d'exploitation. Et au fil des années, avec quelques crises climatiques, on voit que je crois que le maximum c'était 460 producteurs sur le bassin. Là, aujourd'hui, c'est plutôt autour de 160, 150. Pour une production, au final, qui reste un tonnage total qui reste le même. Donc oui, il y a une concentration. Oui, alors pour certains, il y en a qui ont fait cette culture durant quelques années. Il y en a qui même s'en sont rendus physiquement malades à force d'utilisation de certains produits. Et après, il y a d'autres acteurs qui sont venus, mais sur un aspect un peu plus effectivement financier. Sont plus des agriculteurs qui ont les mains dans la terre et qui récoltent les pommes. Ce sont des gens qui font tourner l'entreprise jusqu'à j'allais dire la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le label qui au début était l'AOC, qui était un label français. Ça, c'est 2004. Et en 2007, qui est devenu le label AOP, avec une pomme magnifique, et autour de ça, une démarche très marketing, en fait, de vente, de publicité, de conquête de marché extérieur au Limousin. Et pour compléter ce que tu dis, c'est d'ailleurs cette logique-là, en fait, qui oblige les agriculteurs
à utiliser ces produits pesticides. Puisque pour avoir une pomme sans tavelure, pour avoir une pomme du bon calibre, pour avoir une pomme golden avec la petite face rosée là, qui est donnée en fait par le petit coup de givre un matin, il faut la ramasser quand la face est rosée pour qu'elle la conserve et ça lui donne plus de valeur. Pour avoir une pomme qui soit conforme au cahier des charges, en fait, il n'y a pas le choix. Il faut traiter, sinon on n'est pas à l'abri d'un coup de Trafalgar et de perdre une partie de la récolte ou au moins qu'en fait elle soit dévalorisée. Donc c'est cette logique-là en fait qui guide les pomiculteurs, enfin des pomiculteurs vers l'utilisation de produits pesticides qui encore une fois donc c'est bien ça le problème d'ailleurs, ils bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché et ils sont listés dans un recueil de cultures et parmi ces recueils là, notamment pour se prémunir de la tavelure, je crois de mémoire que sur 14 produits fongicides qui sont listés dans ce fameux recueil, 9 pose problème d'un point de vue sanitaire. Ouais. Voilà. Est-ce que rapidement, vous avez vu des ouvriers agricoles qui sont victimes un peu de l'aspect industriel? Oui, bien sûr, on a eu l'occasion de rencontrer des personnes, alors soit qui avaient arrêté de travailler dans ce milieu-là, mais également des gens qui travaillaient encore et qui nous ont raconté un petit peu pas les dérives en fait, qui nous ont raconté leur quotidien, quoi, comment ils travaillaient, alors oui, on nous fait la promotion du désherbage mécanique pour passer entre les rangs de pommiers, mais concrètement, non, le désherbage mécanique, oui, on s'en sert quand vraiment il y a trop de végétation, mais on passe une fois le mécanique et puis derrière, pour être tranquille plusieurs mois ou plusieurs semaines, on passe un désherbant chimique comme à l'ancienne en fait. À l'ancienne. Pas le temps de prendre le temps, quoi. Oui, non, ils sont toujours extrêmement occupés. L'exploitation de la pomme, c'est pas je plante un pommier, j'attends que ça fleurisse et puis que les fruits arrivent et puis je les ramasse quand c'est la belle saison. Ça, c'était l'exploitation à l'ancienne. Aujourd'hui, il y a tout un tas, les arbres qui sont utilisés sont très exigeants en taille, en application de produits divers et variés pour protéger les fleurs, les premiers fruits quand ils apparaissent. Il faut énormément tailler les arbres régulièrement. C'est un gros travail également réalisé par des saisonniers après le ramassage des pommes, qui oblige à les tailler au cordeau pour que les arbres soient toujours plus productifs. Ok. Toute cette logique industrielle, agro-industrielle, qui est liée à l'AOP, est-ce qu'elle suscite dans le monde de la pomme maintenant des résistances Déjà, il y a des parcelles dans les zones géographiques de l'AOP. Il y a des zones en fait où il y a plus de parcelles déjà de production. Donc déjà ça veut dire que ça fait aussi écho à ce que disait Jérôme tout à l'heure sur la baisse du nombre de pomiculteurs. Déjà il y a ça, mais c'est très compliqué en fait de faire une pomme bio golden AOP. Certains ont essayé et en fait ils ont arrêté. Je pense par exemple à la famille Tollet, qui a décidé de se passer du label, quoi. AOP, je veux dire. Pour les personnes qui ont lu et qui iront lire, on voit que vous les interviewez. Est-ce que eux, ils ont quantifié une perte économique de la perte de ce label ? Alors non, on n'a pas pu. L'entretien qu'on a eu avec eux était intéressant parce qu'au début ils voulaient pas du tout nous parler et nous on leur a dit écoutez, nous on veut dire la vérité, rien que la vérité, des faits, et puis moi je vous pose mes questions, si ça va trop loin, alors effectivement ils nous ont pas donné les chiffres. Mais ils nous ont bien raconté qu'eux, ils font toujours de la golden. L'exploitation Tollet qui est
100% biologique dans toutes ses productions, ils font pas que de la pomme. Par contre, ils ont arrêté l'AOP, puisque en termes d'utilisation, et puis je pense au bout d'un moment de coût, quoi. Ouais. C'est-à-dire pour obtenir ce fruit sans utiliser de produits phytosanitaires, simplement en utilisant les produits autorisés en agriculture biologique, c'était simplement trop exigeant pour eux. Ils ne s'y retrouvaient pas financièrement, puisque de toute façon, au bout d'un moment, le coup près, c'est est-ce que ça rapporte ou est-ce que ça me rapporte rien. Comme on le voit chez Monsieur Babodou, où là, il renvoie aux contrôles de qualité qui sont faits par le label bio, qui nécessitent d'avoir des sols propres en profondeur. Donc effectivement, par cette mécanique-là... C'est vrai que par définition, enfin même pas par définition, mais en agriculture conventionnelle, on ne va pas regarder quelle est la nature du sol, parce que justement, il n'y a pas les contraintes liées à l'agriculture biologique qui interdisent d'utiliser des pesticides. Donc effectivement, alors pour Monsieur Babodou en particulier, qui est un pomiculteur en pommes bio, la réalité c'est que lui, il nous dit, moi la Golden, j'en fais pas. C'est pas une variété intéressante en agriculture biologique. À son échelle à lui, il a préféré de mettre en avant d'autres variétés qui sont autant plébiscitées par les consommateurs que la Golden, et qui sont pour le coup plus résistantes à tout un ensemble de maladies qui peuvent frapper cette culture. Parce qu'en fait la Golden, c'est quand même une pomme qui est très pratique pour les industriels. Et si elle est bio, on peut faire des compotes bio. Donc c'est aussi pratique parce qu'il y a le tampon bio permet d'augmenter les prix, y compris des produits industriels. Par contre, en fait, la Golden, comme pomme, a plutôt mauvaise presse auprès des consommateurs de fruits bio, puisque dans l'imaginaire collectif, c'est pas un fruit qui est très très bon. Voilà. Donc c'est pas la variété qui est la plus demandée en fait. Donc c'est aussi pour ça que des pomiculteurs se tournent vers des variétés anciennes, ou alors vers d'autres variétés qui sont pas anciennes, mais qui sont plus adaptées au climat ou qui viennent mieux en bio en fait. Alors après, gustativement, c'est justement dans le cahier des charges de l'AOP, quoi. Il faut que la pomme, elle a des contrôles là-dessus pour ses qualités gustatives. Mais effectivement, comme le disait Nicolas, les goûts et les couleurs, c'est à tout le monde d'en juger, quoi. Et ce qui peut être vrai pour l'AOP, pour un consommateur lambda de pommes, et spécifiquement un consommateur limousin, on se rend compte qu'il y a d'autres variétés je sais pas, moi je vous invite, si vous préférez la Golden à toutes les autres, mangez de la Golden, mais à une époque, il y avait vraiment une diversité de variétés avec des goûts, des formes, des qualités même pour cuisiner très différentes selon chaque pomme, quoi. Et des terroirs aussi. Oui. Qu'on retrouve d'ailleurs dans le nom des variétés en question. Et oui. Et notamment, en lisant votre article, je me suis dit que quand j'aurai un jardin, je planterai cette variété de pommes qui donne des pommes dès la fin du printemps. Il y a une variété de pommes qui évoque un croqueur de pommes. Qui permet de... Oui, la Saint-Jean, qui donne les pommiers de Saint-Jean donnent au début de l'été, en fait, ils donnent des pommes. Mais là, c'est pareil, c'est une durée... D'un point de vue économique, alors oui, pour un jardinier amateur, ça peut être très intéressant. D'un point de vue économique, elle va donner sur une très petite période, et il faudrait, si on voulait faire que cette variété, ça serait une aberration, parce que le marché serait inondé de pommes, mais pendant 15 jours, et puis ensuite ça serait fini. Oui. Donc d'où l'intérêt d'avoir peut-être une diversité de pommiers, d'espèces, de variétés qui permettent d'avoir... C'est ce que fait aussi M. Babodou. Toute sa récolte se fait pas au même moment. On lui sait pas on commence pas. On sait pas sur 3 semaines. Ça peut s'étendre sur 2 mois ou plus, selon des maturités qui sont pas toujours les mêmes.
Oui, oui, finalement, la pomme, la pomme golden joue le jeu de l'agro-industrie, qui est de présenter en magasin des beaux fruits lisses, gros, comme des beaux légumes. L'enquête est très intéressante et on encourage tout le monde à aller la lire, déjà pour se rendre compte du travail que vous avez fait. Et Facto, donc, ne se limite pas à uniquement cette enquête sur les pommes. On a pu découvrir deux nouveaux articles. Alors, un paru très très récemment, hier. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira. Sur les mineurs non accompagnés. Et un autre sur la classe UPE2A de Donzelot. Est-ce que vous pouvez nous présenter les deux autres articles majeurs Alors sur l'UPE2A, donc, qui est paru au mois de novembre 2025, donc l'UPE2A à Donzelot, c'est une structure en fait qui accueille, qui offre une soixantaine de places tous les ans pour des élèves allophones arrivants. Et la plupart du temps pour des élèves qui ont été peu ou pas scolarisés auparavant. C'est une structure sur lequel pèsent des menaces selon les enseignants qui travaillent dans l'établissement. Parce qu'en fait, elle ne correspond pas à la lettre à une circulaire qui date de 2012, qui est émise donc par le ministère de l'Éducation nationale, signée par Jean-Michel Blanquer, qui veut qu'en fait, pour des raisons d'inclusivité, les élèves non francophones soient la plupart du temps dans des classes avec les autres, les élèves francophones, et soient extraits de ces classes-là pour des cours de français. Là, à Donzelot, c'est exactement l'inverse qui se passe. Parce qu'ils ne parlent pas français et parce qu'ils ont été très peu scolarisés auparavant, ou pas du tout, ils sont dans des classes où ils apprennent le français et si le niveau de français le leur permet, ils intègrent petit à petit d'autres cours avec des camarades francophones. Cette unité-là est menacée. Le rectorat est relativement muet sur la question, ce qui inquiète beaucoup les personnels. Voilà, nous, donc comme pour d'autres sujets d'enquête, ça a été l'objet il y a des gens qui nous ont prévenus de ces menaces qui pouvaient peser donc, sur l'UPE2A. C'est pareil aussi pour les mineurs non accompagnés. Nous, on travaille aussi beaucoup à partir d'alertes qui peuvent être lancées par des citoyens ou par des organisations, on va dire. Donc là, pour le coup, l'UPE2A, ça s'est passé comme ça. Il y a eu une petite alerte qui nous a été transmise. Okay. Et peut-être une petite précision, ce qui est peut-être à relever, c'est que par rapport à ce que tu disais là, sur le fait que maintenant il y a cette circulaire où il faut intégrer les élèves dans la classe, on peut aussi remarquer que dans les programmes de l'éducation nationale, on voit bien que sur l'apprentissage de la langue, il est bien précisé que ce qu'on appelle le bain linguistique ne suffit pas, notamment pour les très jeunes élèves. Il ne suffit pas de leur parler tout le temps en français, on a besoin de donner des cours spécifiques au public scolaire. Ce qui voudrait dire que ce qui est vrai pour les jeunes enfants français ne serait pas pour des élèves un peu plus vieux, mais qui arrivent sans rien connaître de notre langue. Voilà, c'est à signaler. Et puis après, effectivement, on parlait des gens qui nous ont signalé ce problème-là. Ça a été un petit peu la même chose sur la question des mineurs non accompagnés. Là, ce sont des jeunes étrangers, en fait, qui arrivent, pour le coup, dans notre département, qui sont accueillis par le conseil départemental, qui, lui, est chargé par l'État d'évaluer l'effectivité de leur minorité, c'est-à-dire de dire oui, ce jeune il a moins de 18 ans ou il a plus de 18 ans. Les bénévoles associatifs qui accompagnent ces jeunes nous ont alerté d'une part qu'il y avait un durcissement dans ces conditions, dans le cheminement qu'on imposait à ces jeunes mineurs qui des fois avaient un passé déjà très compliqué.
et que même pour les bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent pour aider ces jeunes-là, parfois ça se traduit par une mise en accusation. On leur dit non mais s'ils sont là, c'est de votre faute, ou on les accuse même de leur fournir des faux papiers. Voilà, cette alerte-là, elle nous a été donnée, et c'est à partir de là qu'on a enquêté, qu'on a recueilli les témoignages des différentes parties prenantes. C'est effectivement assez alarmant de découvrir dans l'article la convocation qu'a subie une personne solidaire en étant convoquée au commissariat pour des suspicions. Pour trop plein d'humanité, quoi. Mais c'est aussi, voilà, on parlait de l'agriculture tout à l'heure, et il y a cette dimension dans notre média de mettre sur la place publique des sujets où on a envie de dire l'humain a la parole, quoi. Oui, et alors, du coup, particulièrement dans cet article, une chose m'a interpellé, alors pas du tout en lien avec votre travail, c'est plutôt l'absence de somme d'argent, enfin le Gülsen Yıldırım, elle ne veut pas dire combien, enfin elle ne veut pas dire, elle dit qu'elle ne sait pas en tout cas, combien coûte le cabinet d'avocats de Nantes spécialisé dans ce type de démarche. Ces données-là ne devraient-elles pas être publiques ? Alors, de notre point de vue, la réponse officielle qui nous a été faite, c'est oui, le conseil départemental fait bien appel au service d'un cabinet spécialisé qui est basé à Nantes pour justement, pour contester dans des procédures d'appel devant la justice des jeunes qui ont été déclarés mineurs, et que le conseil départemental, lui, de son côté, considère que non, ce n'est pas vrai. Donc il fait appel à un cabinet spécialisé avec des méthodes qu'on vous laissera découvrir dans l'article. Et effectivement, quand on leur a posé la question de savoir, mais en fait, combien ça coûte, on nous a dit mais non, c'est une information confidentielle. Et puis après on nous a dit, et puis y compris ce cabinet, on peut l'appeler sur cette question précisément des mineurs non accompagnés, mais peut-être sur d'autres contentieux administratifs, et moi j'ai pas la ventilation en tête, voilà, c'est ce qui nous a été dit, que en l'état actuel des choses, ils pouvaient pas répondre à cette question, quoi. Et le cabinet qui a été contacté n'a pas souhaité non plus répondre à nos questions. Ok, ouais, c'est assez troublant, parce qu'on parle du coup quand même d'argent public. Oui, après, peut-être qu'une étude plus précise des comptes du conseil départemental nous permettra de mettre au jour cette ligne budgétaire, quoi. Voilà, on désespère pas, quoi. Alors, le conseil départemental, en fait, c'est des questions, la reconnaissance de minorité, ça dépend de l'État, quoi. Mais l'État a confié cette mission aux conseils départementaux. Donc, c'est tous les conseils départementaux en France qui sont chargés de faire ce qu'on appelle une évaluation pour reconnaître ou non la minorité d'un jeune qui se présente comme mineur isolé dans ses bureaux. C'est lui aussi qui est en charge de l'accompagnement, de l'hébergement. Ouais. À la fois l'enquête sur l'UPE2A de Donzelot, du collège Donzelot à Limoges, et celle sur les mineurs non accompagnés, en fait, et aussi d'ailleurs celle sur les pommes, en fait, il y a quand même un volet qu'il ne faut pas négliger. Je parlais tout à l'heure du temps qu'on passait à éplucher des données, des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers même de lignes de données. Mais en réalité, on passe aussi pas mal de temps à établir de la confiance aussi avec des gens qui vont témoigner. C'est vrai dans les pommes, parce qu'il y a une omerta qui règne parmi les gens qui travaillent dans les vergers. Et c'est aussi vrai pour les mineurs non accompagnés, parce que c'est par définition des jeunes gens qui sont dans une situation extrêmement précaire, qui ont vécu des choses parfois assez dures, des traversées en Zodiac depuis l'Afrique, dans des conditions assez rocambolesques et dangereuses, pour ne pas dire mortelles parfois. Et donc, arriver
à établir ce lien, une relation de confiance pour qu'ils puissent arriver à ne serait-ce que dire 2-3 mots et puis aussi d'être pris en photo. Il y a des photos dans l'article qui vient de paraître dans Facto. Pour nous, c'était aussi une façon de leur redonner une sorte d'humanité, que ce ne soit pas simplement des visages ou des chiffres ou quelque chose d'abstrait qui voilà, il fallait qu'on voit en fait que c'est aussi des personnes, des gens comme tout le monde en fait, qu'on traite mal en réalité. C'est vrai que dans les grands médias, quand on parle de l'immigration, c'est souvent pour dire « Ah oui, mais enfin, vous connaissez les phrases, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on ne peut pas... voilà, il y a tant de personnes, c'est trop, on ne peut plus. » Alors, nous, on veut redonner de la réalité à tout ça, quoi, parce que derrière les chiffres, il y a des personnes, il y a des parcours, il y a de l'asile politique pour des personnes qui, si elles restent dans leur pays d'origine, sont en danger de mort, y compris avec les échanges qu'on a eus avec eux, quoi. Il y a plein de jeunes qui disent « Non, mais moi, je veux... voilà, je voudrais rentrer au pays, quoi. C'est une réalité aussi, quoi. Là. Donc, lever quelques idées reçues par rapport à l'immigration, et y compris dire que ces gens-là, ces jeunes-là qui arrivent, qui sont, voilà, quand on débarque en France à 15, 16, 17 ans, en ayant tout laissé derrière, sans rien du tout, quoi, avec les poches vides. Les bénévoles qui les côtoient, ils disent non mais ils veulent tous s'en sortir, quoi. Ils sont très conscients quand on leur donne un cours de français ou qu'on arrive à les faire inscrire dans un parcours éducatif. Eux, ils sont toujours là, ils travaillent énormément, quoi. Y a-t-il eu un changement idéologique au sein du conseil départemental pour avant même que les démarches des jeunes mineurs isolés aient commencé, le conseil départemental prenne les devants et établisse saisit le juge, ou alors est-ce que ça s'est fait dans le but de limiter le nombre de jeunes dans des idées d'économie, quoi? Oui, effectivement, il y a cette dimension-là, puisque durant les années 2010, en fait, on se rend compte que cette question des mineurs isolés et le nombre de mineurs isolés en Haute-Vienne ou globalement dans notre pays a augmenté. Pour reprendre l'exemple de la Haute-Vienne, la prise en charge globale de ce type de population, nous, elle était chiffrée, je crois, à 19 millions d'euros. Mais ça, c'était en 2018. Avec le Covid derrière et avec l'optimisation de l'accueil et de ces reconnaissances de minorités, aujourd'hui on est passé de 19 millions à 3 millions, 3,8 millions. Donc il y a quand même, on a l'impression, une volonté locale qui est de limiter ce genre d'arrivée, sachant que effectivement derrière il y a un coût. Mais ça, c'est aussi dans les missions du conseil départemental. Alors, sans défendre le conseil départemental local, quoi, mais il y a même des conseils départementaux qui refusent d'accueillir les jeunes, y compris ceux qui leur sont confiés par l'État. Là, ça sera intéressant peut-être de regarder dans quelle mesure, en fait, ces institutions ne peuvent pas être traduites en justice, tout simplement, quoi, ils ne respectent pas les prérogatives qui sont les leurs, quoi. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus et merci d'être venu et d'avoir participé à cet entretien. Merci à vous. Merci de votre accueil.